Bonsoir, merci de nous rejoindre sur TV Fil 78 pour une nouvelle semaine d'actualité locale. Voici les principaux titres de cette édition du lundi 1er juin. Nao, humanoïde de 58 cm en représentation. À Elancourt, il accompagne les enfants des primaires, collèges et lycées. Le travail mené cette année présenté voici quelques jours lors d'un show interactif. C'était au Prisme à Elancourt. Solidarité nouvelle pour le logement va acquérir son 1000e logement. Une barre symbolique pour l'association qui œuvre depuis 27 ans pour aider les familles en très grande précarité. Invité aujourd'hui, Étienne Primard, son président. Et puis vous découvrirez aussi le LATMOS, le laboratoire atmosphère, milieu observation spatiale de l'université yvelinoise qui vient de proposer des portes ouvertes à Guyancourt. Ça y est, les dinosaures sont à Thoiry. Préparés depuis plusieurs semaines, les nouvelles vedettes du parc zoologique sont visibles du grand public depuis ce week-end. Elles ont attiré quelques 4500 curieux en 2 jours. 12 reproductions de créatures préhistoriques grandeur nature confectionnées au Texas ont en effet été disposées pour l'été dans des enclos paysagers spécialement aménagés. Une attraction qui devrait donc bien fonctionner en pleine dinomania puisque dans quelques jours, le remake de Jurassic Park, Jurassic World, sera sur les écrans. Ce sera le 15 juin en France. L'avant-première se déroulait d'ailleurs vendredi à Paris en présence d'Omar Sy. L'acteur yvelinois y tient le rôle d'un dresseur de Velociraptors. Il était donc sur le tapis rouge avec les autres acteurs dans un cinéma des Champs-Élysées. Il n'a pas manqué de tweeter l'événement, vous le voyez. Nous passons de la préhistoire au futur maintenant. Depuis janvier 2015, des élèves élancourtois travaillent en classe avec Nao, un petit robot humanoïde, une manière ludique pour faire découvrir la robotique aux enfants tout en travaillant de nombreuses notions scolaires. Jeudi dernier, plusieurs classes des établissements de la commune s'étaient rassemblées pour présenter leur travail. Mélanie Poquet et William L. pour les images. 4 plus 3. 11. No, it is incorrect. Retry. 7. Excellent. Thank you. Difficile à croire, mais cette interaction, ce sont les enfants eux-mêmes qui l'ont créée. Cette classe de CM2 de la commanderie travaille avec Nao depuis le mois de mars. On va faire une correspondance avec Malte pour apprendre l'anglais et on a fait un programme, mais sauf qu'on faisait parler Nao en anglais ou en français, les deux à la fois. Pour les gestes, on a tout fait de nous-mêmes avec des timelines, c'est pour le faire bouger nous-mêmes, enfin pour par exemple lever la main à droite, gauche. Nao, c'est ce petit robot humanoïde de 58 cm de haut, développé par une société française. 3 d'entre eux, achetés par la commune, circulent entre 6 groupes scolaires élancourtois, de la maternelle au lycée. Près de 300 enfants sont concernés. Le projet a été développé en partenariat avec la direction académique numérique et l'éducation nationale à travers Canopé. Le projet informatique dans les écoles numériques, dans les écoles, pour nous, date depuis plus de 10 ans. Et donc, l'aboutissement nous a semblé clair il y a à peu près 2 ans, quand le robot Nao est sorti, avec des applications éducatives. Et ça nous a paru évident de le mettre dans les écoles et les collèges, et les lycées du coup, pour permettre aux enfants d'acquérir les compétences de codage informatique. On a voulu aussi donner envie aux enfants de pouvoir avoir accès à ce robot Nao pour avoir plus d'enfants qui aient envie d'aller vers les sections scientifiques. Côté notions, mathématiques, programmation, français, anglais, mais pas seulement. Ça leur a permis vraiment de comprendre que tout ce qui nous entoure aujourd'hui ne fonctionnerait pas sans la main de l'homme quand même, hein, puisque là effectivement ils ont bien vu que pour une ou plusieurs questions, ça leur prenait quand même beaucoup de temps. Donc si on imagine pour tout ce qui est autour de nous, effectivement, beaucoup de travail. J'aimerais encore plus savoir de choses parce que je comprends pas tout et peut-être être dans le métier. Avec Nao, on peut aussi s'amuser et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a l'œil. 2015, année de la lumière, un thème choisi par l'UNESCO. À cette occasion, le laboratoire atmosphère, milieu, observation spatiale, le LATMOS de l'Université de Versailles, 50 ans en Yvelines, vient d'ouvrir ses portes. Mélanie Poquet et Yves Hubstenberger. Et quand on fait ça, simplement, ce que l'on voit,
elle se décompose, et on voit aussi cette lumière lorsqu'on a un arc-en-ciel, par exemple. Un simple prisme, une lampe, et voici ce qu'appellent les scientifiques les longueurs d'onde. La lumière est au cœur du travail des chercheurs du laboratoire Atmosphère Milieu Observation Spatiale. La lumière, on a choisi de lui présenter et de rappeler que la lumière blanche, en fait, elle est composée d'un grand nombre de couleurs. Et donc on va des couleurs ultraviolets finalement qui affectent la peau, et dont l'ozone, qui est un gaz auquel on s'intéresse, est un élément très important, en passant par le visible, et donc tous les phénomènes visibles, lumineux, qui nous permettent d'appréhender comment fonctionne l'atmosphère, jusqu'à l'infrarouge, qui est aussi une couleur que l'on ne voit pas et qui est fondamentale pour les aspects climat. Pour identifier ces infrarouges dans cette expérience, on utilise une caméra. Résultat de la manipulation, les lunettes absorbent les rayons, contrairement aux sacs plastiques. Est-ce que l'atmosphère, c'est l'équivalent de la vitre ou c'est l'équivalent de ce sac? C'est comme la vitre, d'accord? Parce que clairement, lorsqu'on est à la surface de la Terre, qu'on regarde le Soleil, on le voit très très bien. La caméra infrarouge m'a beaucoup amusé. Voilà. Je ne savais pas, par exemple, que des choses invisibles pouvaient devenir visibles quand on les regardait différemment, donc avec cette caméra. Je m'intéresse à la recherche et je voulais savoir à peu près comment on accède au métier de la recherche et ce qu'on fait dans ce métier. Et lors de ces journées portes ouvertes, on ne pouvait passer à côté de Rosetta et Philae, la mission européenne qui a connu son point d'orgue le 12 novembre 2014 avec l'atterrissage du petit robot. Une mission à laquelle a collaboré le LATMOS, le laboratoire fort de 6 départements, regroupe 230 personnes. Invité du journal en ce lundi, Étienne Primard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de Solidarité Nouvelle pour le logement, association qui œuvre depuis 27 ans auprès des familles en difficulté en région francilienne. Samedi, près de 600 personnes se sont retrouvées à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines pour célébrer son action autour de tables rondes, de représentations théâtrales également. On va déjà bien resituer les choses. Comment fonctionne cette association Solidarité Nouvelle pour le logement? Le principe, c'est d'acquérir des logements et de proposer à bas coût, voire gratuitement, à des familles? Le principe est de trouver des logements accessibles au niveau du loyer et des charges pour les gens en grande précarité. On ne pouvait pas louer au prix du marché et ensuite sous-louer à 6 € du mètre carré. Ça aurait été une perte. Donc la seule solution a été d'acquérir, de réhabiliter ou de construire et éventuellement quelques mises à disposition avec des baux de longue durée, baux amphithéotiques venant des pouvoirs publics ou des privés, baux à réhabilitation. Mais comment tout ça a été rendu possible, de pouvoir créer ces logements justement à faible loyer? Légère folie. Oui. Légère folie au départ. Nous étions. Mais qui a fait ses preuves, 27 ans de réussite. Nous étions quelques amis à déjà être très habitués à faire de l'hospitalité, c'est-à-dire accueillir les gens qu'on pouvait rencontrer et qui étaient exclus de tout logement. Les lieux dont nous avions la possibilité étaient beaucoup trop réduits. Nous avons pensé de nous agrandir. Donc mon frère Denis et sa femme à Paris et moi et ma femme en Essonne, nous avons démarré avec nos amis en disant qu'il fallait qu'on achète des logements et qu'on les loue à un prix tout à fait raisonnable, puisque c'est 3 à 4 fois moins cher que dans le privé. Aujourd'hui, 8300 personnes ont été accueillies dans près de 1000 logements. Que sont devenues ces personnes? Parce que le but, c'est de les relancer dans la société aussi. C'est pas de rester. Le but, on s'appelle Solidarité Nouvelle. Le but, c'est que les locataires soient aussi solidaires que nous. C'est-à-dire que quand ils vont mieux, qu'ils laissent la place à d'autres qui vont plus mal. Ce qui permet une certaine rotation. Donc, comme vous dites, oui, plus de 8300 personnes ont été logées. La plupart des départs se font dans les HLM. Certains en accession à la propriété. D'autres morts précoces ou éventuellement départ sans laisser d'adresse. En moyenne, c'est 3 ans à peu près? À peu près. Est-ce que c'est une durée qui s'est étendue, qui a évolué au fur et à mesure des années, depuis 27 ans? Ça dépend des départements dans lesquels nous sommes. À Paris, c'est très difficile de trouver des logements de sortie accessibles à nos personnes qui sont encore très démunies quand elles sortent de chez nous. Et ça dépend des accords que nous avons avec notamment les réservataires des HLM, c'est-à-dire la préfecture et puis les bailleurs eux-mêmes et les communes, puisqu'elles ont des réservations.
L'association a 27 ans, 27 ans d'action. On va continuer à en parler. On va juste faire une pause parce que nous sommes allés dans les rues de Saint-Quentin en Yvelines aujourd'hui à votre rencontre avec notre question du jour. Est-il plus difficile de se loger qu'auparavant? Rencontrez-vous des difficultés? Vos réponses. Je vois beaucoup de construction de logements, mais ensuite je ne suis pas du tout au courant des moyens d'acquisition. Je connais plusieurs de mes amis qui cherchent à se loger et qui voudraient bien changer de logement en étant en location et pour qui c'est extrêmement compliqué. Je pense que le principal problème, c'est le coût. Je crois que pour les jeunes, c'est un peu compliqué, mais comme partout en région parisienne. Ça pose des problèmes. On a besoin de logements, mais le problème, c'est qu'on n'a pas l'infrastructure pour ces logements. Moi, je trouve que non, ça va, parce moi, je viens de prendre un appartement là, voisin de Bretonneux, et on n'a pas eu de difficulté à trouver. Et du coup, c'est bien qu'ils construisent justement de nouveaux logements. Alors, la situation, elle est compliquée parce que c'est un peu inabordable pour un foyer moyen avec des revenus lambda. Après, pour quelqu'un qui a effectivement, en fait, les logements sont accessibles pour les cadres supérieurs, voire très supérieurs. Le logement, on en parle avec l'association francilienne Solidarité Nouvelle pour le logement. On parlait justement de ces personnes que vous accueillez, qui sont ensuite relogées derrière, qui arrivent à se réinsérer dans le cycle. C'est 93% à peu près de relogement. Tout à fait. Donc c'est un vrai succès sur le modèle que vous avez réussi à mettre en place. Quel est le profil des gens qui viennent? Parce qu'on le voit, tout le monde n'est pas confronté de la même manière aux difficultés de se loger, on l'a entendu. En schématisant, il y a un peu deux profils différents. Il y a les gens qui viennent de l'extérieur, les immigrés, et puis il y a les Français les gens de chez nous qui sont en difficulté depuis plusieurs générations parfois, et qui ont forcément du mal à retrouver un certain équilibre, à retrouver un certain lien social, parce que leur passé est lourd. Certains Africains, certains gens des pays de l'Est que l'on reçoit ont une envie très forte de s'en sortir et sont moins marqués, ont été marqués dans leur pays, parce qu'ils ont dû le quitter, mais une fois arrivés chez nous, ils ont souvent plus de facilité. Tous n'ont pas de logement quand ils viennent chez nous, donc ils viennent soit de lieux squattés, soit d'hôtels, soit de la rue, soit le plus souvent aussi en suroccupation dans leur famille ou chez des amis. Mais on parle des difficultés des plus jeunes pour accéder au logement, on parle aussi des difficultés des personnes âgées qui se retrouvent de plus en plus isolées. J'imagine que vous les retrouvez aussi, qu'elles viennent vous voir. On retrouve même les personnes âgées propriétaires qui, avec leur retraite, n'arrivent plus à payer leurs charges. Donc il y a un moyen tout bête qu'on peut tout à fait faire avec elles, c'est d'acheter leurs biens, ce qui leur donne un petit pécule pour vivre plus agréablement ensuite, de leur faire un logement confortable dans ce bien, souvent un pavillon ou un grand logement, et puis ensuite de disposer d'un ou deux autres logements à côté pour d'autres personnes en difficulté. Voilà des choses, j'allais dire, relativement simples et qui leur permettent de vivre beaucoup mieux. Ce week-end, vous vous étiez réunis à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Il y avait des bénévoles. On va parler du travail des bénévoles aussi. Il y avait des bénéficiaires, des locataires qui étaient présents. Je vous propose d'écouter le témoignage d'une locataire. Elle a 3 enfants. Elle réside près de Chevreuse depuis 1 an maintenant. Ça fait 1 an que je suis dans une maison SNL. Je vais dire que c'est très bien. Ça aide beaucoup de gens. Je suis venue avec mes 3 enfants. J'ai mes bénévoles qui m'ont aidé, qui m'ont épaulé depuis que je suis rentrée dans le SNL. Je suis arrivée sans rien et maintenant je suis bien avec mes enfants. Ils m'ont accompagnée aussi par rapport, j'ai voulu faire des formations. Ils t'accompagnent moralement comme physiquement. Et j'ai créé une relation très forte avec les bénévoles. Je me suis retrouvée à la rue, je crois, sans ça. Mais grâce à ça, oui, je suis dans un logement et que j'ai une forte chance et j'ai confiance que je vais aller dans un logement durable. On l'a entendu, il n'y a pas que l'aspect logement, il y a tout un accompagnement et ça c'est le travail des bénévoles. Le travail des bénévoles et des travailleurs sociaux de l'association. Les bénévoles sont présents pour assurer un accompagnement qu'on appelle de proximité. C'est-à-dire qu'ils sont présents régulièrement, avec attention, avec bienveillance, auprès des personnes que nous logeons. Quand elles arrivent chez nous, elles ne meurent plus de froid ou de chaud, puisque autant de gens de la rue meurent en été qu'en hiver, mais elles sont encore dans une immense solitude. Et c'est ce lien qu'on essaye de recréer par les bénévoles qui, la plupart du temps, sont des voisins des opérations immobilières que nous réalisons. Donc c'est donc une intégration dans la vie de quartier
autant que faire se peut, ce qui n'est pas forcément évident. Recréer du lien, c'est important aussi pour redonner confiance à chacun, pour continuer. Une confiance réciproque, c'est-à-dire pour ensuite relever le défi qui est l'accession à un logement durable de droit commun. Et ça, c'est un défi inouï, puisque quand on est en dessous d'un reste à vivre décent, les bailleurs ne prennent pas. Donc, quelques 1200 bénévoles à travers la région francilienne. Il y a aussi des salariés, 70 pour Solidarité Logement, Nouvelle Solidarité. On va écouter une des bénévoles de l'association justement que nous avons aussi rencontrée ce week-end. Les gens qu'on accueille, c'est pas toujours le cas, mais parfois c'est quand même des gens qui sont assez cassés, qui ont justement plus tellement de relations, des ruptures familiales, pas d'amis ou très peu. Et donc en fait les bénévoles, ils sont vraiment là pour recréer du lien, faire que ces personnes se sentent moins isolées. Et du coup, après, la relation, elle va être ce que les gens ont envie qu'elle devienne. C'est-à-dire, il va y avoir des relations fortes, des amitiés. Il va y avoir, au contraire, des relations plus distendues, moins proches. Ça dépend complètement des rencontres. Et c'est en ça que c'est intéressant. Et ça permet vraiment aux gens de retrouver un fonctionnement normal, ordinaire, de lien avec des voisins, avec des proches, dans une ville. Le système que vous avez mis en place fonctionne, a fait ses preuves depuis 27 ans, et vous dites que cela coûte même moins cher pour les pouvoirs publics que des centres d'hébergement d'urgence ou encore des hôtels. Donc on peut se demander pourquoi c'est pas plus développé encore. Ça fait 25 ans que je m'évertue à rencontrer successivement les ministres du logement qui se succèdent. À chaque fois ils me disent, mais Monsieur Brimard, vous avez raison, il faut qu'on mette un effort sur le logement d'abord et non pas le parcours résidentiel. Voilà, les habitudes sont prises. C'est vrai que le parcours résidentiel, la nuitée de l'hôtel, ensuite le logement d'urgence, ensuite l'hébergement. Parce que l'hôtel, ça coûte à peu près 6 000 euros pour les pouvoirs publics, pour une famille, alors que ça coûte environ 1 700 euros, 1 500 euros pour l'accompagnement avec le système que vous avez mis en place. Et avec, comme vous l'avez dit tout à l'heure, 93% de réussite. En plus. Voilà, ce sont les chiffres. On parlait de ces logements, bientôt 1000 logements, ça fait une 50aine de logements par an. Là aussi, comment ça fonctionne, comment vous réussissez à acquérir ces logements? Parce qu'il faut des ressources, des revenus aussi, il y a des dons, mais ça ne suffit pas forcément. Grâce évidemment à nos partenaires, qui sont nombreux, les partenaires publics, qui abondent par des subventions. Quand on dit partenaires publics, l'État, le conseil régional sont très très engagés, les conseils généraux selon les départements, plus ou moins, et puis ensuite la commune. Et puis la force de SNL, c'est surtout les dons privés, qui compte pour au moins 20-25% des acquisitions et bien sûr. Donc nous empruntons très peu, ce qui permet des loyers accessibles aux plus démunis. Et ce sont 115 logements qui sont proposés dans les Yvelines, 514 dans l'Essonne, donc ça change un petit peu d'un département à l'autre. Vous aviez pour conclure un message, une demande particulière concernant les Yvelines? Oui, il y a une chaudière qui vient de nous lâcher. Voilà, c'est du concret. Au Chênay, dans un petit immeuble de 9 logements, et la fondation Les Petites Pierres double la mise quand quelqu'un fait un don. Donc quelqu'un donne 50 €, la fondation lespetitespierres.org double la mise et il y a, pour ceux qui le veulent, une déduction fiscale. Voilà, snl-union.org, ça c'est aussi le site internet de votre association. Merci Étienne Primard d'être venu en plateau. La suite du journal samedi, dernier à Guyancourt, c'était la fête de l'enfance. Les familles étaient invitées au gymnase des droits de l'homme pour passer un après-midi avec des animations gratuites sur le thème du musée de l'imaginaire. William L. et Elodie Moine. À Guyancourt, avant de célébrer les mamans, on s'occupe des enfants. Comme tous les ans, les familles guyancourtoises étaient invitées à la fête de l'enfance. Sourire, maquillage et déguisement, aujourd'hui pas de règles, sauf celle de s'amuser. Je suis venue et je me suis maquillée et là on va prendre une barbe à papa. On va prendre un dessin et on va coller ce qu'on veut dessus. Il volume, il mesure, avec combien? Ça s'est arrêté et après on remontait. Oui, ça s'est arrêté à un moment et on a basculé un peu. Le musée de l'imaginaire, c'était le thème de l'événement cette année. 23 stands et 2 troupes de théâtre. À travers des spectacles, jeux d'adresse ou de réflexion, il y en avait pour tous les âges. J'étais sur le stand CME, parce que je suis conseillère municipale des enfants. Donc on a été chercher du monde et on a dessiné Guyancourt en 3587. Et on a aussi fait des professions de foi. Une géante.
Une journée conviviale et ludique pour les familles, un seul objectif, divertir les enfants. Même les plus grands étaient mis à contribution, comme sur cette vache de manège et son orgameux, où les parents devaient traire l'animal pour faire tourner la machine. Magnifique, vraiment. Surtout les cloches, j'en sais un peu comment ça s'appelle en français, les cloches pour les vaches. Il y avait un mot, je crois, pour ça, mais mon fils est ravi. Il y a les enfants qui se retrouvent entre eux, il y a les parents qui se retrouvent, on retrouve les instituteurs et les institutrices. Et c'est vrai que c'est vraiment un moment qui est très convivial. Le beau temps et la bonne humeur étaient également de la partie. Cette immense kermesse en plein air a tout de même attiré plus de 3500 personnes pour sa 26e édition. Trappes également à la fête comme l'an passé, un groupe de jeunes et d'adultes habitant dans différents quartiers à Trappes ont décidé d'organiser une fête des voisins, un moment festif et important pour les habitants après les événements tragiques survenus dans la commune. Malgré les événements tragiques qui ont touché Trappes ces dernières semaines, les habitants ont décidé de réinventer la fête des voisins. C'est un peu à la base un principe de fête des voisins, mais du coup amélioré. C'est vrai que suite aux derniers événements qui ont pu se passer sur Trappes, cette fête elle fait du bien à tout le monde. Et voilà, ça montre aussi que les gens ils peuvent se mobiliser autour d'un temps festif et convivial. Et c'est vrai que ça fait du bien à tout le monde. Beaucoup d'infos négatives et quand on voit des belles choses, il faut en profiter. Une grande fête qui avait pour but de proposer des échanges culturels et du partage entre les habitants du quartier. Kermesse, concerts, animations et danse étaient au rendez-vous. Plusieurs activités pour les enfants mais aussi les plus grands. C'est l'échange. Il n'y a pas d'autre mot aujourd'hui que l'échange, l'amitié. Donc cette année, un manège adulte. On a aussi travaillé avec le centre équestre de la base de loisirs de Saint-Quentin pour proposer un baptême de poney aux enfants les plus jeunes. Bah c'est bien, on va s'amuser sur les poneys. On a fait ça, on a fait le château gonflable et on a fait les poneys. On va manger la barbe à papa, on va faire le manège. Il y a beaucoup de monde, il y a encore plus de monde que l'année dernière. Un podium accueillait des spectacles de musique et de danse. Du sport à présent, les championnats du monde de triathlon scolaire étaient programmés ce week-end à Versailles. Autour de la pièce d'eau des Suisses, 14 nationalités ont participé à cette compétition. Des Ukrainiens, des Chiliens, aux côtés des athlètes français. Le reportage. Un rendez-vous exceptionnel. Versailles a accueilli le week-end dernier les championnats du monde de triathlon scolaire autour de la pièce d'eau des Suisses. Au total, 14 nationalités et plus d'une centaine de lycéens âgés de 15 à 18 ans participaient à cette grande manifestation. C'est super, c'est énorme. J'ai déjà eu cette expérience en natation. J'ai participé des championnats brésiliens et du sud-américain de natation. Alors cette fois avec beaucoup plus de gens, des Allemands, des Polonais, des Slovaques, des Bélarusses que j'avais jamais parlé avec des Bélarusses dans toute ma vie. Alors c'est beaucoup de gens, c'est des différentes cultures. C'est ça, c'est vraiment cool, c'est vraiment sympa. Ça, c'est une super expérience. On a l'impression de voyager alors qu'on est chez nous et qu'on connaît les lieux, mais c'est tellement une autre ambiance que c'est super génial. Les Ukrainiens, ils nous ont encouragés sur nos courses et inversement. Pour cette deuxième édition, l'organisation avait programmé un parcours très technique. Le parcours, il est assez classique. C'est d'abord dans la pièce des eaux des Suisses, un parcours de natation. C'est ensuite une lutte sur la route de Versailles, ici le long du château qui passe devant la lanterne. Le parcours, il a pas l'air dur. Il a pas l'air dur quand on le voit comme ça, mais il est plutôt dur parce que le vélo, il est en faux plat montant et il y a le vent de face à l'aller. Du coup, c'est assez dur et les demi-tours sont très serrés, donc les relances, ça pique les jambes et mine de rien, il fait plutôt mal ce parcours. Dans ce parcours très technique, ce sont les lycéens français qui s'en sont le mieux sortis. La délégation tricolore a remporté la plupart des titres. Les sportifs ont obtenu 8 médailles individuelles, dont 3 en or grâce à Arthur Berland, Agathe Thibert et Constance Minet. Les prochains championnats du monde de triathlon scolaire devraient être programmés à Porto Rico en 2017.
Et pour l'actualité sportive du week-end, rendez-vous dans quelques instants avec Mickaël Elmidoro et le 7-8 Sport, comme chaque lundi. Nous parlions cinéma au début du journal. Et si vous souhaitez, vous aussi, vous lancer dans le 7e art, sachez que Coffee & Film Production recherche des figurants de plus de 25 ans pour une scène qui sera tournée à Manille-les-Hameaux le 18 juin. Une scène du fils de Joseph, de Eugène Green, réalisateur notamment du Pont des Arts. Vous avez jusqu'à la fin de la semaine pour vous manifester à l'adresse qui s'affiche en envoyant vos photos. 7e art, toujours, et la projection de La vie des gens d'Olivier Ducret ce mercredi à Versailles, un film autour de la dépendance et de l'isolement des personnes âgées qui suit le travail d'une infirmière libérale. Projection suivie d'une rencontre avec le réalisateur et le personnel du service de soins infirmiers à domicile de la ville de Versailles. Deux derniers chiffres à vous communiquer pour conclure cette édition. 26 200, c'est le nombre de chômeurs en plus en avril en France, ce qui porte à 3 500 000 le nombre de demandeurs d'emploi. Des chiffres qui viennent d'être communiqués par Pôle emploi. Le détail dans les Yvelines, dans notre édition de demain, mardi, aux mêmes horaires. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée.